Moi, je crois que c'est un peu facile, et ça me fait penser à certains commentaires à l'époque sur l'Union soviétique, de croire que ce sont les personnes qui finalement gèrent pas bien le système et que le système peut permettre que ça marche. C'est parce que le système de pouvoir qui a été mis en place favorise complètement ceux qui justement ne veulent pas entendre parler du tout d'une Europe de puissance, que les hommes politiques, au sens général, femmes politiques ou hommes politiques, français de gauche comme de droite, passent leur vie à faire campagne électorale sur une Europe sociale, une autre Europe, etc. Et puis, une fois au pouvoir, se mettre eux-mêmes en situation de minorité. Parce que le problème de fond, et c'est d'ailleurs la grande difficulté de la France, c'est que même les sociodémocrates avec qui vous faites alliance, les travaillistes anglais et d'autres, ne veulent absolument pas de l'Europe sociale telle qu'on la voit en France, veulent pas du tout, n'ont pas du tout la même vision que la nôtre. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en minorité. Il y en a un qui le dit très bien, j'ai repris Hubert Védrine, qui le dit très bien, qui dit sur la PAC, les politiques d'exception de diversité culturelle, sur les services publics, sur le statut de la langue française dans l'Union, sur une politique étrangère vraiment européenne, sur le concept d'une Europe puissance, sans même parler de la réforme des institutions, pour citer que les grands sujets, et même si l'opposition évolue, nous ne sommes pas majoritaires dans l'Europe à 15, encore moins dans celle à 25. Et ce qui est ahurissant, c'est que cette classe politique française, de droite comme de gauche, qui sait que ses partenaires ne veulent pas entendre parler des thèmes qu'elle déclame à longueur de journée à chaque élection pour gagner les élections, accède des mécanismes de pouvoir qui les met en minorité. Je prends l'exemple stupéfiant, et je pense que vous n'avez pas été aussi loin, du président de la République, qui a fait campagne sur la lutte contre les délocalisations, contre le Rochelle, et qui, une fois élu, ratifie le traité de Lisbonne, qui le dépossède des pouvoirs de la France et du pouvoir de blocage, c'est-à-dire du pouvoir de levier vis-à-vis de ses partenaires, sur des points essentiels, et notamment sur le point essentiel des négociations à l'OMC. Et j'ai assisté à une scène surréaliste à l'Élysée d'un discours en juin du président de la République aux députés de la majorité, qui nous expliquait qu'il allait mettre le droit de veto sur les accords de Mendelssohn, que c'est en train de négocier Mendelssohn à l'OMC, estimant que c'était la fin de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Je mettrai le droit de veto, et il partait une heure après à Bruxelles signer le premier accord, au mois de juin-juillet, le premier accord du futur traité de Lisbonne, qui supprime l'unanimité sur les accords de l'OMC, sachant pertinemment que nos partenaires sont à une très large majorité favorables à une libéralisation à outrance du commerce mondial. Ça, c'est typique du raisonnement français. La gauche a fait la même chose quand elle était au pouvoir. Et après, on vient pleurer pour les Français, on dit désolé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais on va construire l'Europe sociale demain, après-demain, dans 10 ans, rêver. En attendant, les gens perdent leur emploi, ont un moins-disant social, ont une diminution de salaire, et on voit bien, et on le sentiment à juste titre, que l'Europe, au lieu d'être synonyme de protection, d'offensive, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se protéger, je pense qu'on sera d'accord. Pourquoi pas créer des universités européennes? Pourquoi pas créer des programmes scientifiques? Il ne s'agit pas de rester chacun dans son pays, mais de mettre en place une stratégie de contre-offensive dans le cadre de la mondialisation. Eh bien non, on ne fait que d'incantation. Et on s'aperçoit que les mécanismes de pouvoir dans lesquels on s'est placé font que l'effet de levier qu'avait la France à travers le droit de veto, l'effet de levier qu'a la France parce qu'elle pense différemment de ses partenaires, pas des peuples européens, des élites, c'est très différent, parce que je suis convaincu que peu à peu se forge une opinion publique européenne qui pense à peu près la même chose sur les dégâts de la mondialisation, et quand on se balade un peu en Europe, on voit qu'en fait les peuples souffrent de la même façon, et notamment les classes populaires. Mais les élites européennes ont beaucoup moins de sens social que les élites françaises, il faut le connaître, qu'elles soient de droite ou de gauche, et parfois on est plus à gauche que certains sociodémocrates, certaines personnalités de droite sont plus à gauche que certains travaillistes britanniques. C'est assez stupéfiant. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on s'est mis dans un piège absolument délétère et qu'on ne dit pas la vérité aux Français. Et qu'on ne peut pas d'un côté faire adopter le traité de Lisbonne, vous parlez de démocratie, mais vous avez dit que le référendum n'était pas essentiellement utile, si je m'abuse dans une dépêche. On ne peut pas dire on va construire une Europe démocratique et sur un traité aussi fondamental, refuser au peuple le droit de voter. Comment peut-on imaginer construire une Europe politique alors même qu'on dénie au peuple d'Europe le droit de se prononcer sur ces traités et même de les comprendre parce qu'on a tout fait pour les rendre compliqués, pour qu'on ne puisse pas les lire. En Irlande, la seule campagne actuellement, il y a un homme politique irlandais qui a dit mais j'aimerais déjà pouvoir lire le traité de Lisbonne.
j'aimerais pouvoir le comprendre, j'aimerais voir où on les renvoie. Mais on est complètement fou, comment peut-on imaginer construire l'Europe politique sur un tel déni de démocratie? Mais ça ne peut pas fonctionner. Alors vous me parlez enfin, je réponds là-dessus, sur l'euro. Est-ce qu'on est conscient que l'euro tel qu'il fonctionne va exploser en vol? Parce que vous ne pourrez pas avoir un taux d'inflation différent entre l'Italie, un déficit commercial, et l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne, un déficit commercial qui s'accroît de jour en jour. La France va dépasser les 40 ou 50 milliards d'euros. L'Italie dans une situation catastrophique. Et si Berlusconi est élu, je ne donne pas cher de l'euro dans les 5 ans qui viennent, un pays, à un moment donné, sera bien obligé de choisir entre le sacrifice de sa population, c'est-à-dire le taux de chômage, la perte de salaire, les déficits du commerce extérieur, et une monnaie surévaluée, qui ne correspond pas à son intérêt. Et donc, je ne dis pas que l'euro est acheté, je dis que la manière de gouverner l'euro doit changer d'urgence. Et qu'on ne peut pas imaginer, dans un système tripolaire entre la Chine, les États-Unis et l'euro, que l'euro et la zone euro soient les dindons de la farce monétaire. C'est-à-dire que la Chine et les États-Unis se livrent à des dévaluations compétitives pour pouvoir assurer un minimum de survie économique de leur population, et que l'Europe soit une gigantesque Suisse, qui certes profite aux privilégiés, parce que c'est très bien pour les privilégiés à l'euro à 1,70. On part en voyage, on peut payer son essence pas cher en France, etc. Mais les licenciements à outrance, les délocalisations qui s'accentuent. Et ne vous trompez pas, la victoire de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas ma tasse de thé, vous le savez bien, et j'ai été suffisamment critique à son égard, la victoire de Nicolas Sarkozy après le référendum de 2005 a exprimé une colère populaire dans notre pays. Et si la déception aujourd'hui est si forte, parce qu'il a complètement oublié bien évidemment les thèmes de campagne, et il s'est rangé bien obéissant pour être le petit élève de M. Barroso, de M. Bush et compagnie, parce que cette élite fonctionne comme ça, elle dévore ceux qui osent la remettre en cause une fois qu'ils sont élus. Eh bien, s'il n'y a pas dans notre pays, comme dans d'autres pays, une expression populaire et raisonnable pour construire une autre Europe, pour résoudre les problèmes économiques qui se posent, pour éviter ce moins-disant social permanent, eh bien ce sera l'explosion, c'est-à-dire une forme de révolution qui prendra une forme qu'on n'attend pas. Et ça se passera dans beaucoup de pays. Et c'est pourquoi cette construction est surréaliste aujourd'hui telle qu'elle s'exprime. Mais pour autant, et j'ai fini, je pense que nous devrions, au lieu de continuer comme ça, comme un canard sans tête, à conforter ses pouvoirs, nous devrions réfléchir aux moyens concrets de redonner un sens à l'Europe. Je pense notamment aux coopérations renforcées, qui ne sont pas un petit sujet. Vous savez que le traité de Lisbonne met une condition, je crois que c'est 9 pays, si je ne m'abuse, avec l'autorisation de la Commission. Vous me contredirez si je me trompe. De mémoire, c'est 9 pays, sauf en matière de défense. Par exemple, 9 pays pour des coopérations renforcées, pour moi une aberration. 2 pays qui veulent travailler ensemble dans un domaine, 4 pays qui veulent fonder une université européenne dans un autre, 8 pays, l'Europe de demain, ce sera pour moi une Europe de coopération, qui arrêtera de vouloir tout réglementer, qui a fait la paix et qui l'a réussi, qui a établi un marché unique, qui a permis une prospérité jusqu'à un certain stade et qui a réussi. Il faut conforter ses atouts. Il ne s'agit pas de remettre en cause ça, mais il faut arrêter de vouloir toujours plus et se mettre sur l'essentiel. Et ces coopérations renforcées, État par État, en court-circuitant la Commission de Bruxelles qui est devenue un organisme qui dévore cette Europe-là, eh bien je suis convaincu que c'est le seul moyen de faire aimer l'Europe dans le cœur de nos concitoyens et d'avoir des résultats concrets. Et à ce moment-là, tout le reste irait de soi, et c'est pourquoi nous avons des défis considérables devant nous, qui seront tranchés malheureusement par un échec ou un effondrement de ce qui existe aujourd'hui.